special for you to remember Israel. Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom, bienvenue dans ce 25e épisode de Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Serero. Alors, pourquoi David Serero? Eh bien, je vais vous le présenter brièvement. Il est chanteur d'opéra, acteur, réalisateur et cet été, il a sorti un film qui s'appelle Les États-Unis d'Eli Tahari, donc un couturier qui a grandi en Israël et qui a eu une success story, on peut dire ça, aux États-Unis. Mais d'abord, David, si tu veux bien te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs. Avec plaisir, ma chère Yael. Tout d'abord, je voulais te dire à quel point je suis honoré d'être dans ton beau podcast que j'écoute depuis très longtemps. Et je suis un grand admirateur de ton travail. Donc, je tiens à te remercier vraiment parce que tu me fais un grand honneur d'être un de tes invités. Donc, merci mille fois pour l'opportunité. Avec plaisir. Eh bien, alors, comme tu l'as dit, je m'appelle David Serero, je suis chanteur d'opéra, acteur, metteur en scène, sur la scène, mais aussi maintenant au cinéma, où j'ai réalisé maintenant presque 13 documentaires. Et d'ailleurs, hier, je crois que j'ai signé un 14e. 13 documentaires déjà? Ouais. Depuis quand? Depuis quand? Depuis le premier, c'était en 2020. Le premier en 2020, donc Ouais. en 3 ans, 13 documentaires. Là, j'ai du boulot jusqu'en 2025, là ça. Mais en même temps, tu vois, tu peux pas dire non au travail sur des choses qui sont si belles et des grandes personnes qui te donnent la chance, qui te donnent l'opportunité. On peut pas dire non. Et puis chaque fois qu'on fait un film, on apprend énormément. Donc entre faire un film et peut-être aller à l'école avec le sac à dos, tout ça, je préfère, tu vois, faire des films. Et puis, c'est tellement enrichissant d'un point de vue intellectuel, surtout vu la variété des artistes que j'ai l'immense honneur d'interviewer. On apprend, on prend un peu, je trouve, de leur âme, de leur intelligence. Tu as la gentillesse de parler d'Eli Tahari. Il y a beaucoup de sa personnalité qui est allée sur moi un petit peu. J'ai pris beaucoup de sa sagesse. Et alors justement, c'est un podcast sur le cinéma israélien. J'ai vu que tu avais chanté et que tu avais eu le premier rôle dans le premier opéra qui a été fait en hébreu en Israël. Est-ce que tu peux nous en dire? Oui, bien sûr. Merci à elle. C'était un opéra qui était le Dibouk. Donc sur la pièce de Hansky de Dibouk, donc un opéra qui a été créé par un formidable compositeur israélien qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Ofer Ben Amotz, et donc moi je jouais le rôle principal du rabbin, et c'était très très beau parce que moi j'ai toujours aimé l'art cantorial, ces grandes voix, etc. J'ai toujours cru qu'on pouvait chanter ces grands airs, tu vois, Davinu Malkeinu, Avinu Malke, tu vois, qu'on pouvait les chanter, mais avec une vraie voix d'opéra, pas le style cantorial qui est très beau, mais parce que l'acoustique d'une synagogue permet, si tu fais Avinu Malke, ça résonne. J'ai toujours cru qu'on pouvait l'interpréter de façon opératique, et justement, toutes les mélodies qu'il y a dans cet opéra sont très proches de l'art cantorial. Et je suis tellement content qu'il y a eu, parce que c'était diffusé en direct sur les radios en Israël, c'était un très gros truc, un festival qui s'appelle Kfar Bloom, qui est au nord d'Israël. Et je me souviens, j'ai eu la chance que j'ai mis une caméra, et c'est la seule captation qui reste. Il y a des extraits sur YouTube, vous pouvez aller voir. Dibouk, opéra en hébreu, et d'ailleurs la France avait soutenu justement cette production, parce que c'est vrai que il y avait eu des adaptations d'opéra qu'on connaît, la Traviata, tout ça en hébreu, mais vraiment d'opéra écrit en hébreu, dans le rythme de l'hébreu, ça c'était la première fois où j'étais très honoré. Super. Et pour en revenir du coup maintenant au héros de ton documentaire, Eli Tahari, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? Comment t'en es venu à faire ce documentaire en fait?
Avec grand plaisir, Yael. Bah, en fait, tout simplement, moi, je produisais beaucoup de spectacles à New York, comédies musicales, pièces de théâtre, des opéras, festivals, etc. Et est arrivé le Covid en 2020. Ah, Et moi, j'ai toujours su qu'avant un petit peu avant le Covid, qu'il fallait que j'aille au film. Donc, j'avais commencé par réaliser mm, des clips vidéo, mais c'était pas, bien sûr, une histoire d'un film, c'est très différent. Et, et donc, j'ai eu des échanges avec Amazon où, en fait, il y avait cette demande de public qui voulait voir du théâtre, alors que tous les théâtres étaient fermés. Donc, ils ah, m'ont demandé, en fait, des vidéos de mes spectacles qui, à New York, j'ai ma petite signature, quoi. J'ai mon petit truc, en fait, mon public et tout. Et, et donc, je leur ai envoyé, mais si tu veux, c'était pas filmé comme aujourd'hui, on filme les spectacles. C'était filmé avec 2 caméras, c'était plus pour des archives qu'autre chose. Mais ils en ont quand même pris quelques-uns et ils m'ont dit: «Écoutez, si un jour vous voulez faire un film, bah, écoutez, on serait ravis de le mettre sur Amazon. Voilà, vous avez votre plateforme, c'est votre maison. Decision home», ils m'ont dit. ça, c'est une Et super opportunité, hein. ouais, ouais, ouais. Et donc j'ai dit, mais avec les acteurs, c'est compliqué là, parce qu'avec le Covid, on peut pas, machin. Qu'est-ce que Mhm. je vais faire? Et la chance que j'avais eue, c'est que juste avant le Covid, j'avais eu deux choses. J'avais fait une comédie musicale avec Lisa Azuelos, qui est une grande réalisatrice française, qui fait Absolument, LOL oui, comme très bien, Tibel, qui hein. fait plein de choses, Dalida, etc., sur qui j'ai fait d'ailleurs un film qui sort là le mois prochain. Ah, Et, fabuleux. euh, et donc, on a un show qui s'appelait Lost in Disco et j'ai engagé une fille qui faisait du roller skate et qui m'avait parlé d'un fashion designer qui s'appelle Elita Hari, qui adore D'accord. la musique disco. Et moi, bien sûr, de nom, je connaissais Elita Hari. Ouais. Et, euh, et je me dis, bah, tiens, ce serait peut-être bien que je fasse un documentaire. Et juste avant, j'avais invité Elita Hari au festival du film Séfarade de New York, dont je suis le producteur pour la 8e ou 9e année, je crois maintenant. Euh, D'accord. et je l'avais invité pour lui remettre un prix. Donc, on avait un petit peu sympathisé, etc. Donc, un soir, je marche dans la rue et je tombe sur cette amie qui faisait du roller skate que j'avais eu dans Lost in Disco. Et je la vois, je lui dis, ah, ça y est, je crois beaucoup au destin. Je sais sur qui je vais faire mon prochain film. Et je lui ai dit, écoute, D'accord. demande à Ellie si ça lui dirait. Et tout de suite, il m'a appelé, il m'a dit, je serais intéressé. On s'est vu. Ça s'est fait très rapidement. Et puis, j'ai appris vraiment à faire un film un peu sur le tas, quoi. J'ai dit, tiens, on va mettre la caméra comme ça, l'autre comme ça. Et le mec que j'avais engagé pour faire les vidéos, il vient me dire, non, tu peux pas mettre les caméras comme ça, sinon t'as plus l'angle, tu casses les 180 degrés. Je lui dis, c'est quoi les 180 degrés? Il dit, non, sinon tu as une caméra où il regarde comme ça et une autre, il regarde comme ça. Donc le public, il sait plus les. Ah, ok, d'accord. Mais un peu plus de lumière. Non, parce qu'on a la lumière de dehors, sinon au montage, tu n'arriveras plus. Ah, ok, ok, ok. Dis-moi discrètement, hein. C'était vachement comme ça. Et puis, après, pour le montage, j'avais engagé quelqu'un pour faire le montage, mais ça se passait pas comme je voulais. Et donc, la chance qu'il y a eu avec le Covid, c'est que j'avais beaucoup de temps. Donc, j'ai pu apprendre aussi à faire le montage, à suivre des formations. Et je suis devenu le roi du montage, comme je Le dis à roi du mes amis, montage. euh, pour faire ça. Puis pour moi, c'est vraiment l'art du filmmaking. C'est vraiment le montage. C'est la façon dont tu fais l'histoire. C'est vraiment la mise en scène, elle est là. Pour moi, surtout dans le documentaire où on ne sait pas à l'avance ce que les gens vont dire. Exactement, Voilà. exactement. Ouais. Ouais, puisque le documentaire, on dit toujours qu'on écrit après avoir filmé et tout est dans le montage, justement. Exactement, Alors, exactement. Élie Tahari, il a eu un destin extraordinaire parce qu'en fait, tu reviens un peu sur l'histoire des Juifs séfarades avec ce documentaire. Écoute, je te laisse en parler parce que tu en parles avec Avec plaisir, passion. Yael, avec plaisir. Bah, c'est pas, c'est les Juifs Mizrahi aussi, les Juifs d'Iran. Oui, Et ironiquement, c'est un peu le même chemin qu'a eu ma mère, en fait. C'est que ma mère, elle est née en Iran. Et après, ils ont été chassés parce qu'ils étaient trop aimés, tu vois, en Iran. On les aimait trop. Tu vois ce que je veux dire? On leur disait, on vous aime tellement qu'il faut que vous partiez. Il dit, bon, alors, si c'est ça, on y va. On ne veut pas abuser de votre amour. Et, et donc,
il y a eu, ils sont partis, ils sont arrivés dans un camp de réfugiés qui s'appelle Mabarot, et Eli Tari, c'est la même chose. Sauf que lui, c'est intéressant, c'est que toute sa famille est née en Iran, lui c'était le seul. Sa famille est venue en Israël, il est né en Israël, et sa famille après est retournée en Iran. Parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à travailler, à avoir une vie en Israël. Ils ont préféré revenir en Iran. Et bien sûr, après, lorsque le magasin du père d'Eli a été brûlé, là, il a compris qu'il fallait partir. Et justement, je raconte aussi un peu cette époque. C'est que même El Al avait un bureau à Téhéran. Ah oui, c'est ça qui est complètement fou. c'était notre époque, oui. Il y avait des vols directs de Téhéran à Tel Aviv. Il y avait même des matchs de foot entre l'équipe nationale d'Iran et l'équipe nationale d'Israël à l'époque. Et il y avait ces vols qui avaient 2 ou 3 fois par semaine, je ne sais plus, dans le film, je le dis, j'ai oublié, pardon, qui reliaient justement Téhéran à Israël. Donc les vols allaient vides, hein, quand même, je précise. Tel Aviv, Téhéran, c'était vide. Hein. Mais au retour, c'était plein. Et justement, j'ai ces photos que je montre dans le film. On voit l'intérieur des avions avec toutes ces familles qui sont parties avec des sacs, avec tout ce qu'ils avaient, enfin tout ce qu'ils ont pu prendre, et qui sont repartis pour rien. Et je pense que c'est important aujourd'hui quand on voit que aussi ce qu'était Israël déjà à cette époque. Je pense que c'est important aussi de le rappeler, de le montrer. C'est que c'était aussi une terre d'accueil, de refuge pour tous ces juifs aussi. Je pense que c'est important aussi. Hein. Et alors, comment justement Eli Tahari et qu'est-ce qui l'a poussé comme ça à partir aux États-Unis? Parce que il avait destiné comme ça, il n'avait pas de famille là-bas. Absolument. Alors, il a eu 2 choses. C'est qu'en fait, il avait envie d'Amérique, il avait envie des États-Unis parce qu'il allait au cinéma tout le temps. Donc, il voyait les films américains, il avait envie d'y aller et tout. Et donc, il retourne, il arrive à avoir un billet en fait gratuit parce que son frère travaillait à El Al. C'était un bagagiste, etc. Il avait droit à un billet gratuit. Et donc, à l'époque, c'était les billets en carbone, tu sais, où tu passes ça. Et donc, lui, il a changé le nom de son frère, il a mis son nom à la place. Et il a pu voyager comme ça en stand-by. D'abord, il est allé à Londres. Et à Londres, il avait une fille dont il était amoureux, qu'il avait rencontrée au kibbutz, parce qu'il était au kibbutz. Et quand il est arrivé, la fille, elle s'était mariée avec quelqu'un d'autre. Donc, il était déprimé et il a dit, bon, allez, je vais aller à New York. Il est arrivé à New York et il s'est dit, je vais rester 1 semaine parce que j'ai l'équivalent de $100, même pas. Et finalement, il est jamais reparti, quoi. Jamais reparti. C'était ça, en fait. Et c'est quelqu'un, voilà, en fait, comme beaucoup de gens, lorsque vous êtes mis au pied du mur, lorsque vous êtes mis dos au mur, lorsque vous êtes mis vraiment dans vos moindres recoins, vous n'avez pas d'autre choix que de vous en sortir. Et alors, pourquoi il est allé dans la couture? Parce que c'est quand même, je crois, sa marque et 2 autres marques sont les seules marques qui n'ont pas changé de propriétaire depuis la création, c'est ça? Oui, et surtout les seules marques qui valent plusieurs milliards de dollars, avec Giorgio Armani et Ralph Lauren, c'est les 3. Donc je trouvais qu'on connaissait pas assez justement Eli Tahari et son histoire. D'ailleurs, ce que j'ai voulu montrer dans le film, c'était de montrer, de rappeler peut-être, c'est que derrière chaque vêtement, il y a une histoire. Vous voyez. Donc non, en fait, il est arrivé dans la couture vraiment par hasard. Il avait trouvé un job d'électricien parce qu'il avait appris un peu l'électricité, tout ça, quand il était à l'armée, justement. Et donc, il a commencé à être électricien pour des magasins de mode qu'il y avait dans le sud de New York, dans le Garment District. C'est là où il y avait l'équivalent du Sentier à New York. Et donc, il a commencé ça. Et un jour, il raconte d'ailleurs dans le film, c'est il réparait des ampoules. Et il voyait tous les mannequins, toutes les belles filles, tout ça, et il s'est dit, je suis dans la mauvaise profession. Et donc, il a démarré comme ça. Et d'abord, il a démarré dans une boutique, à travailler, à aller chercher des idées pour la personne. Et après, il a commencé à lui-même dessiner ses propres vêtements et à les vendre directement. Et après, ce qui a fait vraiment aussi sa marque de fabrique, c'est qu'il avait sa propre boutique
oui, moitié il achetait des vêtements des autres et moitié il dessinait lui-même. Et en fait, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, il a, mmh, il a beaucoup dessiné les vêtements en écoutant les femmes. Et ça, c'est très important puisqu'aujourd'hui, beaucoup de créateurs de mode, ils ont 10 pages de marketing. Pourquoi il faut utiliser ce bleu, pourquoi il faut comme ça, pourquoi Ouais. la mode, elle est machin. Ils vont regarder les magazines. Lui, il a écouté les femmes. Il leur a dit pourquoi est-ce que vous aimez cette robe Mmh. ou pourquoi vous n'avez pas aimé cette robe. Oh, elle me fait transpirer parce qu'elle me serre trop Ouais. ici. Ouais. Ou je peux la prendre pour le travail, mais pas pour sortir, vous voyez? Ou que pour sortir, mais pour le travail, ça fait trop Mmh. habillé. Donc il a écouté vraiment toutes ces femmes-là et d'ailleurs, il continue à aller très régulièrement dans ses propres boutiques pour Ouais. écouter ce que les clients disent et je pense que le fait d'avoir eu, cette boutique, c'est ce qui l'a rendu lui. Vous savez, on a tous quelque chose qui nous arrive, qui fait partie de notre équation, vous voyez, dans la C'est vie. vrai. On a eu ça, plus ça, plus ça, c'est ce qui nous rend ça. Si vous retirez ça, si vous retirez le fait que, bah, il était orphelin, qu'il vivait, bah, vraiment dans la boue, dans le sale, où il y avait pas d'eau courante, dans les camps de réfugiés et qu'aujourd'hui c'est devenu un des pionniers du luxe. Je sais pas s'il avait grandi dans une famille de luxe, une famille aisée et cetera, est-ce qu'il serait devenu? Je sais pas, je ne pense pas. Mmh. Donc quelque part, ça fait aussi partie son cheminement, vers la mode, c'est ce qui l'a rendu lui et il Ouais. est toujours resté ce Elie, en fait. Il devait quand même avoir un certain talent parce qu'il a créé des pièces, iconiques, comme, comme le haut tube, Ouais, enfin des vêtements qu'on porte encore ouais, aujourd'hui. ouais et même le business suit, le Ouais, le 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 costume pour femme, ouais, c'est lui qui l'a créé. Bah, encore une fois, c'était toujours à l'écoute. Il avait ses femmes qui lui disaient: «Ah», parce que c'était l'époque aussi, il faut pas oublier, hein, les années 80-90 où les femmes commençaient à aller dans des bureaux. C'est-à-dire avant, il y avait, dans ouais, des, cabinets d'avocats, c'était que des hommes. Il ouais. commençait à avoir des femmes. Pareil dans Wall Street, dans les traders. Il commençait à avoir de plus en plus de femmes et elles Mmh. avaient envie de porter autre chose qu'une grande robe, un peu de maman, de vintage, de tout ça. Elles avaient Ouais, envie de porter quelque chose de moderne, mais qui leur donnait ce qu'on appelle un power look, c'est-à-dire une apparence de ouais, pouvoir un petit ouais, peu. Et d'accord. donc, Elie a écouté ces femmes-là, il a commencé à créer vraiment des si on faisait un costume, parce que ce qui rend le power look chez un homme, c'est aussi son costume, si on faisait la même chose pour les femmes. Et surtout c'était à une époque où les robes commençaient à être des robes un peu compliquées, où il y avait des gros designs, des grandes Ouais. fleurs de dessinées, enfin c'était un peu la folie et surtout Oui, les oui, matières mmh. étaient pas légères, elles tenaient très, 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 très chaud, elles étaient très lourdes. J'ai beaucoup appris, hein, sur l'histoire de la mode au travers lui parce qu'il traverse presque 50 ans, donc ces 50 dernières années, c'était un changement, Ouais, oui. drastique pour la mode et Oui, alors c'est vrai que Chanel, elle avait initié ça avec le pantalon et puis après il y a eu Saint Laurent qui a fait aussi, le le costume, business suit pour hommes. absolument. Alors je sais C'est pas arrivé à si peu près en c'était, même temps, ouais. la même période, mais c'est vrai qu'ils ont tous, fait des costumes, pour femmes à peu près, Ouais, tous en même temps. Alors si tu veux bien, on va écouter, un extrait, de ton film. avec plaisir. Ellie Tahori show spring summer 2020. Welcome fashion designer Ellie Takari. Ideally, tell us where we are right now. When I ran out of money, I was sleeping on the bench in Central Park. It feels good to sit on it. Ellie's story is the American dream. I'm Eli, a simple man. I was born in Israel. My parents went back to Iran. Well, I don't remember a lot because I was very young. I do remember that they lived in tent or metal sheet housing.
no electricity, no running water. And I remember the other kids used to make jokes out of me because my clothes were dirty and wrinkled. Because I had a free ticket, I stayed one night, I had $60, and I stayed at YMCA, and I refused to go back home. Alors, est-ce que tu peux me parler de la musique du film? Oui, Comment mais en fait, tu as fait? Tu as pris plein de mélanges d'époques différentes. absolument. Bah, en fait, le film a été tourné à New York. New York a un vrai melting pot de jazz, de hip-hop, de musique disco, parce que Eddie, surtout, a traversé toutes ces périodes-là. C'est-à-dire Ouais. que le premier défilé qu'il a eu à New York, c'était Ouais. au Studio 54. Ah, Il oui, venait ok. d'ouvrir, même pas une semaine avant. Donc, il voulait faire un défilé et on lui a dit, écoute, il y a ce nouveau club qui va ouvrir. Il disait, ouais, bon, c'est 54. Bon. Et après, c'est devenu un endroit iconique. Oui, c'est Euh, énorme. dans le film, vous retrouvez en même temps toutes les décennies qu'il a traversées, les années 90, les années 2000. Parce Ouais, que quand il y a les défilés de mode, il faut qu'il y ait la musique qui va avec, bien qui sûr. illustre cette idée. Parce que comment illustrer ça au cinéma, en fait? Donc j'avais pensé à des sortes de filtres, mais les gens comprenaient pas trop. Donc je pense que la musique, ça illustrait vraiment bien. Et puis en même temps, quand vous vous baladez dans le parc, moi j'entends du jazz à New York, dans Central Park. Euh, et Ouais, donc il y a toute cette bande son qui est vraiment dont je suis très fier. Et puis et puis il faut que ce soit festif parce que la mode c'est festif. Et Eddie Tahari, absolument. c'est une célébration aussi. Et c'est vrai qu'il y a même du Havana Nagila quand il était dans le kibbutz. Euh, mais c'est vrai que il a fait un tel voyage. Il y a même la musique orientale quand quand il est en Iran. Euh, c'est très, très intéressant. Et puis on termine aussi avec beaucoup d'émotion parce que euh, je, Pas trop de spoilers quand même. ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais ça montre que, Faut que les gens aient envie de non, ouais, mais regarder s'ils savent tout. ça montre c'est venu en fait, quand j'avais interviewé Ellie, je lui disais, ce qui est incroyable quand on connaît ton histoire, c'est que quelqu'un peut venir aux États-Unis et devenir Elie Tahari. Et C'est ça vrai. l'avait beaucoup touché. C'est vrai, c'était peut-être plus vrai à une époque qu'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, Ah, c'est un peu ça absurde. c'est le premier à le dire. Ouais, Mais aussi, fallait avoir le courage quand même bien sûr. d'aller taper aux portes quand Ouais, il parlait à peine l'anglais. Quand vous aviez les Américains blonds aux yeux bleus et qu'il arrive avec le teint basané, un petit peu petit de taille. Enfin, c'était à une époque où ouais, quand les gens tapaient, ils avaient un couteau à New York pour rentrer oui, oui. et Très vous dangereux. cambrioler. Fallait avoir le courage. Je trouve que c'était plus facile et plus dur à la fois. Vous voyez, Ouais, c'est pareil quand vous aviez un film à l'époque pour que les gens le voient. C'était pas facile. Aujourd'hui, vous pouvez ouais, le mettre sur YouTube. Ça ne veut pas ouais, dire que vous allez gagner votre vie, ça ne veut pas dire que les gens ouais, vont le voir, mais au moins, vous pouvez envoyer un lien, les gens le voient, n'importe ouais, qui absolument. dans le monde. Ça, je pense que c'est important, mais c'est vrai que c'était une autre époque, mais il y a quand même encore plein d'opportunités Il y a plein de bonnes choses à à faire visiter. encore. Et justement, quels sont tes projets? Parce que tu nous parlais un peu rapidement au début du podcast que
Bah, Il y a une comédie musicale aussi, je crois. ouais, voilà, Il y a beaucoup de choses. bah, en fait, je viens de terminer là une comédie musicale sur Anne Frank, Anne Frank Musical à New York, parce que j'habite aussi à New York, et qui a été vraiment, vraiment un très beau succès et qui arrive à un moment important, je Bien pense. sûr, bien sûr. Et, donc je viens de terminer ça, et puis en même temps, j'ai un film, mon film sur la pianiste Hélène Grimaud, qui sort au grand cinéma de Times Square, AMC Theater, qui est un cinéma iconique à New York. Félicitations, ouais. Il sort le 5 décembre, et le 7 décembre, j'ai un autre film sur Lisa Azuelos qui s'appelle The Film Make Her, enfin, The Filmmaker, The on a Film hâte de voir Make ça Her, alors. et qui est sur Lisa Azuelos, parce que voilà, c'est une réalisatrice qui a mis au centre de ses films la femme séfarade. Ouais, Et absolument. ça, je trouve que c'est d'ailleurs, elle a un peu cassé les codes dans sa façon de filmer, dans sa façon de raconter son histoire, mais aussi la façon de diriger les acteurs, où il y a un ton très, très libre, très fluide, presque improvisé. Oui, c'est quelque chose de très chaleureux qu'elle véhicule dans ce film. Complètement, complètement. Et puis justement, dans le film, alors j'ai un cast chez François Cluzet, Alexandra Lamy, Michel Larocque, enfin que des, voilà, on est oui, là, quoi. tout le monde. Et non, non, j'ai vraiment des très, très bons. Et voilà, là, pareil, le film sort, et puis après, j'espère en France, peut-être janvier, février, etc. Et ça fait aussi partie de mon style, c'est d'amener le documentaire au cinéma. Vous voyez, C'est vrai, ça, c'est une bonne chose. c'est pour moi important, parce que les documentaires, c'était surtout pour la télé, quoi. Ouais. Donc maintenant, moi, je voulais vraiment en Il y en faire a un plus film. maintenant, mais oui. Ouais. Et de filmer aussi avec la même exigence qu'on filmerait un film, c'est-à-dire le même coloring, la même musique, Bien sûr. etc. Donc ça se voit un petit peu sur Tahari, mais c'est surtout sur ceux d'après où vraiment là j'ai appris sur chaque film. Bien sûr, Parce on qu'en apprend plus, à chaque quand fois. on fait un film, ouais, quand on fait un film sur par exemple Lisa Azuelos, bah on apprend beaucoup d'elle en tant que réalisatrice, parce qu'elle me dit tiens là ça manque de Elle te ça, donne là des ça manque de tuyaux. ça. Donc du coup si vous aimez Lisa Azuelos, vous allez aimer le Ah film, je oui, pense, parce absolument. que il y a beaucoup de sa patte dedans. J'adore ces films. Et justement, un petit retour à la chanson bientôt Ben, écoute, oui, en fait, j'ai l'Opéra Royal du Maroc. Là aussi, on va avoir les prochaines productions. D'accord. Et puis, j'ai quelques représentations à partir de, je crois, avril, mai et juin à New York. Et en même temps, j'ai des choses à Paris, donc je vais faire un peu la navette. D'accord. Et puis voilà, toujours par Mons et par Vaux. Mais c'est vrai que je dois avouer que j'ai vraiment besoin le film m'a apporté un tel repos, parce que faut pas oublier que la scène, ça fait 25 ans quand même que j'en fais, Ouais. à un rythme où j'allais jusqu'à 300 représentations par an. Ah oui, Donc, très pendant intense. 25 ans, et j'ai fait tous les grands classiques, etc. Donc, c'est vrai que le film, quelque part, bah, ça m'a redonné une nouvelle jeunesse. Et en même temps, ce que j'ai appris dans le film, je l'ai appliqué après dans la mise en scène. C'est-à-dire que j'ai encore plus soigné les lumières, les projections. J'ai projeté, j'ai voulu amener le cinéma dans le spectacle, et aussi dans la captation. Par exemple, Anne Frank, là, que j'ai filmé à Ouais. New York, ça a été filmé, mais filmé comme un vrai film. C'est avec la D'accord. caméra sur la scène, proche des acteurs, comme ça, en gros Ouais. plan, pas des caméras dans le public. Il y Oui, a oui, aussi oui. ça, mais j'en ai fait vraiment un film musical. On aura la chance de le voir en France aussi? Ah oui, bien sûr, je Oui. pense à partir de septembre-octobre 2024. D'accord. OK, bah, Parce qu'un montage, tu nous feras des c'est 3 mois, sauf informations. que j'ai pas 3 mois, donc je prends une semaine là, 2 jours ici, une semaine, et c'est pas Bien mal parce que sûr, ça permet de bien revenir sûr. avec des nouvelles idées, des nouvelles choses. Mais mon actualité, c'est surtout d'écouter ton podcast et Ah! d'écouter toutes les belles Très choses que bien. tu fais avec ta joie de vivre et ta gentillesse et ta bienveillance envers cet art. Donc c'est vraiment ça mon Écoute, actualité. merci beaucoup David Serrero d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Falafel Cinéma. Donc, vous pouvez aussi me retrouver sur un blog bilingue anglais dans Movie in the Air. Vous pouvez vous abonner au blog
et au podcast. Et si vous voulez me soutenir, parce que ce podcast n'est pas sponsorisé, vous pouvez le faire en achetant mon roman, Nous, Anarcho, donc un roman sur la mémoire, publié aux éditions de Beauvilliers. Voilà, je vous remercie et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Shalom, shalom. Special for you to remember Israel.